Il n'a fallu que 6 petites minutes pour faire imploser 3 années de solidarité prétendument indéfectible entre Paris et Kiev. Volodymyr Zelensky, égal à lui-même, venait d'achever une présentation chirurgicale, PowerPoint à l'appui, détaillant jusqu'à la décimale près les montants nécessaires pour redresser son pays en ruine. Un joli supplément de 50 milliards d'euros, aimablement attendu de la France. Son regard planté dans celui de Sébastien Lecornu trahissait une confiance absolue, presque mécanique. Celle d'un homme habitué à voir les Européens céder sous le poids du récit héroïque ukrainien et de l'émotion savamment entretenue. Dans la salle glacée du Conseil européen, à Bruxelles, la tension flottait, palpable, comme ces silences lourds qui annoncent les tremblements de terre diplomatiques. Autour, les regards du chancelier allemand, de la première ministre italienne et du président du Conseil européen oscillaient entre prudence et suspense. Tous savaient que la réponse française serait décisive pour la suite du soutien continental à Kiev. Pourtant, un détail aurait dû mettre la puce à l'oreille de Zelensky. Quelque chose chez Lecornu avait changé. Son accueil n'avait plus la chaleur d'antan, remplacé par un ton distant, presque glacial. Car derrière cette énième requête déguisée en appel à la solidarité, se profilait une vérité que Zelensky refusait encore. Il n'a fallu que 6 petites minutes pour faire imploser 3 années de solidarité prétendument indéfectible entre Paris et Kiev. Volodymyr Zelensky, égal à lui-même, venait d'achever une présentation chirurgicale, PowerPoint à l'appui, détaillant jusqu'à la décimale près les montants nécessaires pour redresser son pays en ruine. Un joli supplément de 50 milliards d'euros, aimablement attendu de la France. Son regard planté dans celui de Sébastien Lecornu trahissait une confiance absolue, presque mécanique. Celle d'un homme habitué à voir les Européens céder sous le poids du récit héroïque ukrainien et de l'émotion savamment entretenue. Dans la salle glacée du Conseil européen, à Bruxelles, la tension flottait, palpable, comme ces silences lourds qui annoncent les tremblements de terre diplomatiques. Autour, les regards du chancelier allemand, de la première ministre italienne et du président du Conseil européen oscillaient entre prudence et suspense. Tous savaient que la réponse française serait décisive pour la suite du soutien continental à Kiev. Pourtant, un détail aurait dû mettre la puce à l'oreille de Zelensky. Quelque chose chez Lecornu avait changé. Son accueil n'avait plus la chaleur d'antan, remplacé par un ton distant, presque glacial. Car derrière cette énième requête déguisée en appel à la solidarité, se profilait une vérité que Zelensky refusait encore de regarder en face. La générosité française n'était pas un puits sans fond. Et ce jour-là, ce puits venait d'être vidé. Ce qui suivrait ferait vaciller l'Europe entière, fissurerait l'unité occidentale et sonnerait le glas d'une époque bénie où Kiev obtenait tout, sans jamais entendre le mot non. Pour saisir la magnitude du choc diplomatique qui allait s'abattre ce jour-là entre Paris et Kiev, il fallait remonter le fil du temps jusqu'à une salle feutrée de Bercy, 33 années plus tôt. Là, loin du tumulte médiatique, les conseillers économiques de Lecornu peaufinèrent un rapport explosif. 317 pages classées top secret, sobrement intitulé « Coût réel de l'aide française à l'Ukraine, bilan complet 2022 ». Et ce qu'ils y avaient consigné avait de quoi faire trembler les fondations de l'engagement français. Le constat était glaçant. Depuis le début du conflit, la France avait déjà déboursé la coquette somme de 23,7 milliards d'euros au profit de Kiev. Une cascade d'aides. 8,2 milliards pour l'armement, 4,1 pour l'humanitaire, 5,1 injectés via des mécanismes européens de reconstruction. Sans même évoquer les conséquences indirectes, les sanctions contre Moscou, elles seules, avaient déjà coûté 15 milliards à l'économie nationale. Devant ce tableau, le premier ministre n'avait pas mâché ses mots lors d'une réunion à Matignon. « Nous sommes au bord de l'asphyxie budgétaire. À force de générosité, c'est notre propre peuple qui trinque. » Et les chiffres le prouvaient. Les hôpitaux français tiraient la langue, privés de 2,3 milliards de financement. L'Éducation nationale réclamait 4,1 milliards pour rénover des écoles en ruine. Dans les campagnes, les agriculteurs battaient le pavé, étranglés par la concurrence déloyale des céréales ukrainiennes subventionnées. Mais le coup de grâce n'était pas économique. Il était moral. Une note ultra confidentielle des services de renseignement levait le voile sur l'envers du décor.
à peine 60% des aides parvenaient réellement à bon port. Le reste, aspiré par la spirale de la corruption ukrainienne, détourné à coups de marchés fictifs, d'achats d'armes à prix gonflés et de fortunes bâties à l'ombre du chaos. Pendant que l'Europe pensait aider une nation en détresse, une poignée d'oligarques se gavait. Voici un cas d'école, ou plutôt un cas d'école ruiné. 800 millions d'euros, censés rebâtir des établissements détruits par les bombes, se sont transformés en commandes de fournitures scolaires 3 fois plus chères que le prix du marché. Et le plus savoureux, ces marchés juteux atterrissaient comme par hasard dans les poches d'entreprises bien connectées aux sphères du pouvoir ukrainien. Coïncidence? Vraiment? Et ce n'était que le début de la descente aux enfers. 1,2 milliard d'euros d'aide humanitaire, gracieusement offerte par la France, s'est évaporé en passant entre les mains d'associations écrans. Celles-ci, très efficaces, redistribuaient de généreuses commissions à des agents locaux bien placés. Selon un haut fonctionnaire parfaitement informé, il ne s'agissait pas d'erreurs isolées, mais d'un mécanisme rodé de siphonnage à grande échelle. Et Zelensky? Il ne peut pas ignorer tout cela. Il voit, il sait, mais il se tait. Pourquoi? Parce que cette machine à détourner l'argent alimente aussi sa machine à contrôler l'opinion publique et à asseoir son pouvoir. Pour Sébastien Lecornu, l'homme qui avait cru dur comme fer à la cause ukrainienne, cette révélation avait tout d'un électrochoc. Les rapports confidentiels de l'ambassade de France à Kiev s'accumulaient comme des pavés dans la mare. Détournement massif, enrichissement des élites, instrumentalisation politique de l'aide occidentale. Et pendant que l'oligarchie ukrainienne se remplissait les poches, les citoyens français se voyaient privés de services publics essentiels. Mais ce n'est pas un mémo ou un graphique Excel qui fit basculer Lecornu. C'est une enquête fracassante, signée Le Canard enchaîné, qui mit le feu aux poudres. Selon les révélations, Zelensky lui-même aurait discrètement amassé un empire immobilier de plus de 35 millions d'euros depuis le début du conflit. Villa luxueuse à Londres, appartements en bord de mer à Miami, résidences huppées à Genève, toutes acquises par des sociétés opaques, au même moment où l'Ukraine tendait la main à l'Occident pour nourrir ses réfugiés. Le contraste était tout simplement indécent. C'était une déflagration dans les couloirs feutrés du pouvoir à Paris. L'effet d'un tremblement de terre diplomatique. Comment expliquer à une population étranglée par l'inflation et les hôpitaux débordés qu'on aligne des milliards pour un pays dont le président s'offre des villas de luxe en pleine guerre? On va leur dire quoi? Que c'est pour sauver la démocratie en tongs à Miami? Glissa, mi-atterré, mi-sarcastique, un ministre proche de Lecornu. C'est dans ce climat bouillant que Zelensky lança sa dernière offensive, un sommet spécial monté en urgence à Bruxelles. Prétexte la recette du président ukrainien? Une trilogie bien rodée. Ouvrir avec des images poignantes de ruines et de larmes, enchaîner avec le chantage géopolitique façon prophète de malheur, si nous tombons, vous suivez, puis achever avec la carte morale. Abandonnez-nous et vous trahissez l'héroïsme. Cette mécanique bien huilée avait tenu 3 ans. Mais ce jour-là, elle allait se heurter à un mur. Car Sébastien Lecornu n'était plus le même homme. Durci par les révélations accablantes sur l'Ukraine, galvanisé par la colère populaire en France, il arrivait prêt au combat. Fini le ton compatissant. Place au scalpel. À 14h tapantes, dans la salle de réunion du Conseil européen, tout était en place. Sur les écrans géants, Zelensky, fidèle à son look de chef de guerre marketing, apparaissait en t-shirt kaki depuis Kiev. En face, les poids lourds européens s'étaient connectés. Lecornu pour la France, Scholz pour l'Allemagne, Meloni pour l'Italie et Charles Michel, arbitre silencieux du Conseil européen. Le théâtre était prêt. La pièce, elle, allait prendre un tournant inattendu. Il prit la parole comme un acteur montant sur scène pour son rôle le plus dramatique. Chers partenaires européens, lança Zelensky, avec cette gravité savamment mise en scène dont il avait le secret. Il parla de moments charnières, de combat pour la liberté, de dernière offensive de Poutine. Bref, la bande-annonce d'un film catastrophe dont il exigeait que l'Europe produise la suite, en y injectant des milliards. Puis vint l'instant que tous redoutaient mais que personne ne pouvait esquiver. La facture. Et quelle facture! D'un ton solennel mais ferme, le président ukrainien déroula sa liste comme on lit une commande sur mesure. 50 milliards pour la défense,
75 pour rebâtir les ruines, 40 pour l'humanitaire, 35 pour l'économie. Total de l'addition, 200 milliards d'euros. Répartis sur 2 ans, à la hauteur des capacités de chacun. Et bien sûr, la France, deuxième économie du continent, devait logiquement se charger d'un quart, 50 milliards tout rond. Mais Zelensky ne s'arrêta pas là. Il planta son regard dans l'écran, ciblant Lecornu avec précision chirurgicale. « Ce n'est pas un don, c'est un investissement pour votre propre sécurité. Si nous tombons, vous tomberez ensuite. » Le sous-entendu n'en était pas un. Le chantage, lui, n'était plus masqué. C'était devenu un numéro bien rodé. Transformer chaque demande d'aide en menace existentielle. Une mécanique de pression émotionnelle qui avait déjà fonctionné à merveille pendant 3 ans. Mais cette fois, le scénario allait dérailler. Car en face, il ne trouvait plus un interlocuteur docile. Lecornu, désormais blindé par des semaines d'enquête, de préparation et de révélations gênantes, s'était préparé comme on prépare une opération à cœur ouvert. Dossiers, tableaux, preuves irréfutables, tout était prêt pour démonter pièce par pièce la rhétorique ukrainienne avec la précision clinique d'un chirurgien déterminé à ne pas se faire duper. Gabriel Attal n'était pas venu avec des impressions vagues ou des soupçons flous. Non, ce qu'il remis à Sébastien Lecornu, c'était une véritable bombe administrative. Un dossier béton, implacable, documenté ligne par ligne. Chaque centime d'euro envoyé à Kiev avait été traqué, chaque déviation d'usage mise en évidence, chaque enrichissement douteux soigneusement listé. « Monsieur le Premier ministre, déclara Attal d'un ton grave, nous ne parlons plus d'irrégularité. Nous détenons désormais des preuves solides, irréfutables. Une partie massive de l'aide française est détournée par l'Ukraine, et cela doit cesser immédiatement. » Mais Lecornu ne comptait pas se contenter d'un simple coup de sifflet moral. Il ne voulait pas juste pointer du doigt la corruption. Son ambition allait au-delà. Il voulait adresser un message clair, un avertissement politique à double destination. À l'Ukraine, pour rappeler que la solidarité n'est pas un chèque en blanc, et à l'Europe, pour affirmer que la France a ses limites, ses urgences, ses citoyens, et qu'elle ne les sacrifierait plus pour un récit héroïque devenu toxique. Alors, quand Zelensky termina son plaidoyer en visioconférence, la pièce entière s'enfonça dans un silence glacial. Pas un mot, pas un souffle. Les regards se tournèrent lentement vers Lecornu. L'heure de vérité venait de sonner. Tous les yeux étaient rivés sur Lecornu. Un silence lourd pesant dans la salle, car sa réponse allait sceller le sort de l'Ukraine aux yeux de l'Europe. Le premier ministre français, impassible, prit enfin la parole, son ton aussi glacial que courtois, fidèle à son image de diplomate. « Président Zelensky, commença-t-il d'une voix calme, presque calculée. Merci pour cette présentation détaillée. Mais permettez-moi maintenant de vous présenter quelques chiffres que vous ignorez peut-être. » Lecornu ouvrit un dossier rouge estampillé « Confidentiel » et commença à dérouler des chiffres qui laissèrent l'audience sans voix. Depuis le début de la guerre, la France avait transféré exactement 23,7 milliards d'euros vers l'Ukraine. Une somme colossale. À titre de comparaison, cela représente l'équivalent de ce que chaque foyer fiscal français aurait dû supporter. Pour une famille moyenne en France, c'est l'équivalent de presque 1 mois et demi de salaire. Zelensky tenta de réagir, mais Lecornu poursuivit sans fléchir. Ces 23,7 milliards auraient pu financer la construction de 47 nouveaux hôpitaux, rénover 12 000 écoles ou créer 3 400 emplois dans l'économie verte. Mais à la place, nous les avons envoyés à l'Ukraine. Et pour quel résultat? Le ton de Lecornu était percutant, presque un coup de fouet dans l'air. Zelensky chercha à répondre, mais son hésitation ne fit qu'ajouter du poids à la situation. « Monsieur le Premier ministre, vous ne pouvez pas comparer les choses ainsi, balbutia-t-il. Mais Lecornu le coupa net. « Oui, je peux comparer, et je vais vous dire exactement où sont passés nos milliards. » Il sortit alors des documents, un par un, les déposant devant Zelensky comme un jury qui énumère des accusations irréfutables. 800 millions d'aides françaises détournées vers des achats de matériel scolaire à prix faramineux. 1,2 milliard d'aides humanitaires envoyées via des ONG bidons.
600 millions pour la reconstruction, utilisés pour acheter des terres à des prix de braderie. Des terres vendues par des oligarques ukrainiens. Chaque révélation tombait comme un coup de marteau. Zelensky, pris de court, tenta de défendre, de minimiser, de justifier. Mais Lecornu ne lui laissa aucune chance, mettant sur la table preuves, documents bancaires, factures falsifiées, témoignages d'ONG locales, rapports d'ambassade. Il n'y avait plus de place pour l'esquive. Tout était là, noir sur blanc. Et donc, enchaîna Lecornu avec un calme tranchant comme une lame de rasoir, après tout ça, vous venez tranquillement nous réclamer 50 milliards de plus. Vous avez une idée, Monsieur le Président, de ce que cela signifie concrètement pour la France? Il n'attendit aucune réponse. Elle n'avait aucune importance. 50 milliards, c'est l'intégralité du budget de l'Éducation nationale. C'est le double de ce qu'on alloue chaque année à la défense. Ou, pour faire simple, 100 € par citoyen français, bébé compris. Et vous nous demandez de confier cette somme à un pays où près de la moitié de l'aide s'évapore dans la corruption. Jamais depuis le début du conflit, un chef d'État occidental n'avait osé lui tenir tête de façon aussi frontale, en brandissant des faits, des chiffres, du concret. Et pourtant, Lecornu n'en avait pas fini. Il plongea à nouveau dans son dossier rouge, un nouveau document apparut. Passons maintenant à votre patrimoine personnel, Monsieur Zelensky. Nos services ont suivi vos transactions. Depuis le début de la guerre, vous avez acquis, par des circuits bien rodés, une série de biens immobiliers. Une villa à Londres pour 12 millions d'euros, un penthouse à Miami pour 8 millions, un chalet de 15 millions à Gstad. Total, 35 millions. Il leva les yeux et asséna froidement. Comment allez-vous expliquer cela aux Ukrainiens qui dorment dans les couloirs de métro à Kiev? Un frisson parcourut la salle. Zelensky blêmit. Autour de lui, ses conseillers s'agitaient, paniqués. « C'est faux !» tenta-t-il sans conviction. « Une manipulation orchestrée par la propagande russe. » Mais Lecornu ne sourcilla pas. Il afficha un sourire glacial. « Ces informations viennent des registres fonciers officiels au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Suisse. Des bases de données publiques. Vous voulez les références cadastrales? Je peux vous les donner. » Le silence qui suivit était assourdissant. Les dirigeants européens, figés, se regardaient incrédules. Aucun d'eux n'aurait imaginé que Lecornu pousserait l'affrontement aussi loin, ni qu'il serait si méticuleusement armé pour le faire. Zelensky tenta tant bien que mal de reprendre le contrôle. Son visage trahissait l'agitation intérieure, mais sa voix restait tremblante. « Monsieur le Premier ministre, vous ne mesurez pas ce qui est en jeu. Ce que l'Ukraine fait, elle le fait pour l'Europe entière. Nos soldats tombent pour défendre votre liberté. » Mais Lecornu ne lui laissa pas le luxe de finir. Il coupa court, net, sans ménagement. « Stop! On va arrêter là le pathos. Vos soldats, monsieur Zelensky, ils se battent pour leur pays, pas pour Paris ni pour Marseille. Et certainement pas pour permettre à votre entourage de s'en mettre plein les poches. » Et puis tomba la phrase qui allait faire le tour de la planète, relayée, tweetée, disséquée. La France n'est pas un distributeur automatique. Nos contribuables ne sont pas des vaches à lait pour financer vos caprices de luxe et ceux de vos copains oligarques. L'effet fut immédiat. Zelensky bondit, rouge de colère. « Vous nous insultez. L'Ukraine se sacrifie pour l'Europe et vous osez nous parler ainsi? » Les chefs d'État présents tentèrent de calmer l'échange. Gestes apaisants à l'écran, regards fuyants. Mais le mal était fait. La fracture venait d'être entérinée. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Impassible, Lecornu planta son regard dans la caméra et acheva, le ton aussi froid qu'un scalpel. « Ce n'est pas une insulte, c'est un constat. 23,7 milliards ont déjà été versés par la France. C'est colossal, c'est généreux, c'est inédit. Mais désormais, c'est terminé. Pas un centime de plus tant que la corruption ne sera pas déracinée chez vous. »« Vous laissez tomber l'Ukraine !» hurla Zelensky, la colère déformant son visage. « Vous jouez le jeu de Poutine !» Mais Lecornu, implacable, répondit d'une voix calme. « Non, ce que je fais, c'est défendre les intérêts de la France et des Français. Mon devoir, ce n'est pas de remplir sans fin les poches de l'oligarchie ukrainienne, c'est de protéger le pouvoir d'achat des familles françaises. » Et là, vint la frappe fatale, la réplique qui allait faire éclater l'écran.
D'ailleurs, puisque vous semblez rencontrer des difficultés financières, pourquoi ne vendez-vous pas vos propriétés à Londres et à Miami? Vous avez 35 millions d'euros là-bas. Cette somme pourrait sans doute faire du bien à quelques familles ukrainiennes. Ce fut le coup de trop. Zelensky, tremblant de rage, quitta la visioconférence en claquant virtuellement la porte. Dans la salle, les autres dirigeants européens restèrent figés, incapables de réagir. Le choc était global et la réaction immédiate. En quelques minutes, les extraits de l'échange entre Lecornu et Zelensky faisaient le tour des réseaux sociaux. Les deux hommes devinrent des icônes mondiales, leurs noms divisant l'opinion publique à travers le monde. D'un côté, ceux qui saluaient la fermeté de la France et de l'autre, ceux qui accusaient la France de trahir l'Ukraine. En France, le soutien à Lecornu fut colossal. Selon un sondage à chaud, entre 77 et 79% des Français approuvaient sa position. Les réseaux sociaux étaient inondés de commentaires du genre « Enfin quelqu'un qui défend nos intérêts ». Marine Le Pen célébra le retour de la France dans le jeu, tandis que Jean-Luc Mélenchon saluait le courage de s'opposer aux oligarques ukrainiens. L'onde de choc fut la plus violente en Ukraine. Pour la première fois depuis le début du conflit, Zelensky se heurtait à un refus catégorique de la part d'un allié de taille. Mais le pire restait à venir. Ses propres enrichissements personnels étaient exposés au grand jour, et cela sapait immédiatement sa stature de leader héroïque. La façade commençait à se fissurer. L'opposition ukrainienne, jusque-là muselée, commença à sortir de l'ombre. Petro Poroshenko, l'ancien président, exigea des réponses sur les acquisitions immobilières suspectes de Zelensky. Vitali Klitschko, maire de Kiev, fit pression pour une enquête parlementaire sur l'utilisation de l'aide occidentale, un sujet désormais brûlant. Mais ce n'était pas tout. La situation se détériorait à une vitesse folle. D'autres pays européens, voyant l'ampleur des scandales, commencèrent à suivre la France. L'Allemagne annonça qu'elle réévaluerait son soutien financier à l'Ukraine, tandis que l'Italie mettait en avant la nécessité d'une plus grande transparence. Même la Pologne, jusqu'alors le soutien le plus fidèle de Kiev, exprima des inquiétudes face à la situation. Aux États-Unis, l'administration Biden se retrouvait dans une position extrêmement inconfortable. Joe Biden avait promis un soutien sans faille à l'Ukraine, mais les révélations françaises sur la corruption étaient en train de remettre en question cette promesse. Le Congrès, déjà sceptique à l'idée de voter de nouvelles aides, menaçait désormais de bloquer tout financement supplémentaire tant que des garanties solides contre la corruption n'étaient pas mises en place. En Russie, la réaction ne surprit personne. Poutine savoura cette crise de l'hypocrisie occidentale comme un festin. Les médias russes n'en finissaient plus de diffuser en boucle les images de la confrontation entre Lecornu et Zelensky, peignant cela comme la preuve d'une Europe qui se fissurait sous le poids de ses propres contradictions. Mais l'onde de choc la plus profonde fut celle qui secoua l'opinion publique européenne. Pour la première fois depuis le début du conflit, les citoyens européens prenaient conscience de la réalité crue de l'aide envoyée à l'Ukraine. La corruption systémique, le détournement des fonds et les enrichissements personnels des élites ukrainiennes. Ce moment marqua un tournant dans la perception de la guerre. 6 mois après cet affrontement historique, les répercussions se faisaient encore sentir. L'aide européenne à l'Ukraine avait chuté de 60%. Zelensky, politiquement affaibli, se retrouvait face à une opposition interne de plus en plus croissante. Plusieurs oligarques ukrainiens, jusque-là intouchables, furent forcés à l'exil et leurs biens saisis. Mais ce qui marquait le plus ce tournant, c'était l'évolution de l'image de Lecornu. Le Premier ministre français était devenu le porte-voix d'une Europe prête à affirmer ses intérêts, à dire non plutôt que de se sacrifier éternellement pour des causes lointaines et floues. Pour Zelensky, l'impact de cette confrontation était difficile à ignorer, malgré ses tentatives de minimiser la situation. L'image du président héroïque qu'il s'était façonné pendant des années s'était effondrée comme un château de cartes. À sa place, un autre visage apparaissait désormais, celui d'un dirigeant qui avait utilisé la guerre pour servir ses intérêts personnels. Ce tournant eut un effet dévastateur, même en Ukraine, où sa popularité chuta vertigineusement. 1 an plus tard, lors de l'Assemblée générale de l'ONU, il se retrouva face à Lecornu, un face-à-face chargé de symbolisme. Cette fois, ce n'était plus Zelensky qui dominait la scène. Les rôles s'étaient inversés.
Le président ukrainien évitait désormais le premier ministre français. Les journalistes présents notèrent que Zelensky semblait presque effacé, tandis que le Cornu, désormais reconnu comme l'une des voix les plus influentes sur la scène mondiale, rayonnait d'une autorité toute nouvelle. Les 6 minutes à Bruxelles, marquées par leur confrontation, allaient faire date. Elles ne marquèrent pas seulement un tournant dans l'aide occidentale à l'Ukraine, mais également dans l'émergence d'une Europe plus forte, plus exigeante et plus préoccupée par ses propres intérêts. Le Cornu avait démontré qu'il était possible de soutenir une cause juste sans se laisser instrumentaliser, qu'il était possible d'aider sans être exploité. Comme l'écrivait un économiste dans un éditorial, ces 6 minutes avaient fait ce que 3 ans de guerre n'avaient pas réussi à accomplir. Le Cornu rappela à l'Europe qu'elle avait le droit de défendre ses intérêts, même face à la cause la plus noble. Cette phrase résumait à la perfection l'ampleur de ce moment historique. L'Europe venait de retrouver sa fierté, sa dignité, face aux manipulations et au chantage, même lorsqu'il venait d'un allié soi-disant de confiance. Mais derrière ce face-à-face mémorable se cachait un travail de préparation minutieux, étalé sur plusieurs mois, que seuls quelques initiés connaissaient réellement. L'histoire secrète de cette rupture avait débuté 6 mois plus tôt, dans le bureau feutré de Pierre Moscovici, directeur général du Trésor français. Ce soir-là, alors que Paris se parait de ses lumières sous la pluie battante, l'ancien commissaire européen examinait avec ses équipes un rapport ultra confidentiel, un dossier intitulé sobrement « Audit complet de l'utilisation de l'aide française à l'Ukraine ». Ce document allait ébranler les certitudes françaises et changer leur regard sur l'aide accordée à l'Ukraine. Pendant 8 mois, une équipe composée de 15 inspecteurs des finances, d'auditeurs de la Cour des comptes et d'experts comptables internationaux traquait chaque euro versé par la France vers l'Ukraine. Le verdict était sans appel. Un système de détournement massif organisé par l'oligarchie ukrainienne avec la complicité passive, voire active, du gouvernement de Kiev. Pierre Moscovici avait alors confié à Marie-Claire Dave, l'inspectrice générale des finances, responsable de l'audit, « Ce que nous avons découvert va au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Ce n'est pas de la corruption classique, c'est de l'escroquerie industrielle. » Le rapport ne laissait aucun doute, les chiffres étaient sans appel. La France avait officiellement versé 2,3 milliards d'euros pour reconstruire les hôpitaux ukrainiens, mais à peine 4 millions étaient parvenus à bon port. Le reste s'était volatilisé dans les limbes de marchés publics manipulés, de surfacturation grotesques et de commissions occultes. L'un des cas les plus choquants concernait la reconstruction de l'hôpital pédiatrique Okhmatsit à Kiev, ce qui aurait dû être un symbole de la résilience ukrainienne après les bombardements russes. La France avait injecté 436 millions d'euros dans cette reconstruction. Pourtant, l'enquête a révélé que les travaux effectués par une entreprise liée à un proche de Zelensky ne valaient en réalité que 114 millions d'euros. Les 322 millions restants avaient disparu dans des sociétés offshore aux îles Vierges britanniques. Mais ce n'était rien comparé aux révélations sur l'aide humanitaire. 1,8 milliard d'euros de médicaments, de nourriture et de matériel essentiel destinés aux réfugiés ukrainiens. Mais l'aide n'était pas arrivée là où elle aurait dû. L'audit a mis en lumière un fait encore plus accablant. 40% de cette aide n'avait jamais quitté les entrepôts de Kiev et avait été revendue sur le marché noir international par des réseaux mafieux ukrainiens. Des médicaments pour enfants, financés par les contribuables français, se retrouvaient à la vente dans les pharmacies privées de Lagos, Bogota ou même Bangkok. Mais la cerise sur le gâteau concernait l'aide militaire. Les fameux canons César, symbole de l'industrie de défense française, achetés à prix coûtant par l'Ukraine pour un total de 180 millions d'euros, avaient été revendus à d'autres pays, générant des profits faramineux. Une véritable trahison des engagements pris. L'enquête, pourtant précise et implacable, dévoila un autre aspect de l'histoire. Sur les 48 canons César que la France avait envoyés à l'Ukraine, seuls 17 avaient réellement été reçus. Le reste, reventés à des pays tiers, y compris l'Arabie saoudite, à des prix bien plus élevés. Le calcul était simple. 180 millions d'euros d'aide française, mais au final, un bénéfice net de 100 millions,
détournés par des intermédiaires ukrainiens. Cela frappa Pierre Moscovici de plein fouet, lui qui, pourtant, était un habitué des arcanes des finances internationales. Comment justifier devant les Français que leur argent, destiné à soutenir un peuple en guerre, finisse dans les poches des oligarques ukrainiens? Cette question, douloureuse et embarrassante, hantait l'esprit de Moscovici lorsqu'il présentait le rapport à Matignon devant Lecornu et son équipe. Pendant ce temps, la France commençait à réaliser l'ampleur du sacrifice qu'elle avait fait en envoyant ses milliards. Les 23,7 milliards d'euros versés à Kiev représentaient tout simplement le déficit budgétaire de l'État français. L'impact de cette réalité économique sur l'opinion publique était brutalement perceptible. Les hôpitaux français manquaient de tout. Il fallait 3,2 milliards d'euros supplémentaires pour maintenir la qualité des soins. L'Éducation nationale, elle, réclamait 4,8 milliards pour rénover les 30 000 écoles vétustes du pays. Pendant ce temps, les agriculteurs français se battaient chaque semaine contre la concurrence déloyale des céréales ukrainiennes subventionnées par l'aide européenne. Et tout ça pendant que l'oligarchie ukrainienne s'enrichissait grâce aux fonds des contribuables français. Un rapport confidentiel de l'IFOP résumait parfaitement la situation. 67% des Français commençaient à se poser la question sur la légitimité de cette aide massive. Comme le résumaient durement les directeurs de l'Institut, les Français découvrent qu'ils financent les yachts des oligarques ukrainiens pendant que leurs propres hôpitaux ferment. Ce qui avait véritablement poussé Lecornu à prendre une position plus ferme, c'était une note ultra confidentielle provenant des services de renseignement extérieur français, DGSE, qui mettait en lumière l'étendue du patrimoine personnel de Zelensky depuis le début du conflit. Bernard Bajolet, l'ancien directeur de la DGSE, n'avait pas hésité à remettre ce dossier explosif en main propre au premier ministre français. Lors d'une réunion secrète à Matignon, il lui avait dit avec un air grave « Monsieur le Premier ministre, ce que je vais vous révéler va vous choquer, mais il est essentiel que vous connaissiez la vérité sur votre allié ukrainien. » Le dossier était accablant. Depuis février 2022, Zelensky avait, grâce à des sociétés écrans, accumulé un patrimoine immobilier évalué à 47 millions d'euros, bien au-delà des 35 millions qu'on lui attribuait officiellement. Et la liste des acquisitions était saisissante. Une villa de 16 millions d'euros dans les Hamptons, un penthouse de 12 millions à Dubaï, un domaine viticole de 8 millions d'euros en Toscane et des investissements financiers massifs dans des fonds luxembourgeois et des crypto-monnaies. Mais le plus choquant dans cette affaire, c'était l'évolution du patrimoine de Zelensky. Selon Bajolet, celui-ci était passé de 1,5 million d'euros en février 2022 à plus de 90 millions aujourd'hui. Une progression vertigineuse de 6000 % en seulement 3 ans, alors que son pays était plongé dans une guerre dévastatrice et qu'il sollicitait sans cesse de l'aide internationale. Cette découverte glaça le sang de Lecornu. Comment justifier de continuer à soutenir un homme qui s'enrichissait d'une manière aussi scandaleuse, profitant de la tragédie de son pays pour ramasser une telle fortune? Et ce n'était pas tout. Une enquête complémentaire révéla que plusieurs proches de Zelensky avaient eux aussi profité du conflit pour accumuler des fortunes colossales. Andriy Mak, son chef de cabinet, possédait désormais 34 millions d'euros. Kolomoïski, l'oligarque et mentor de Zelensky, avait multiplié sa richesse par 4. Plus scandaleux encore, Renat Akhmetov, l'homme le plus riche d'Ukraine, avait réussi à s'inviter dans le club très fermé des 100 plus grandes fortunes mondiales grâce au contrat de reconstruction financé par l'aide occidentale. Ce que l'on découvrit n'était rien de moins qu'un véritable réseau mafieux. Un système parfaitement orchestré dont Zelensky était le chef. Loin d'être ce président héroïque qu'il prétendait être, il se révélait en réalité à la tête d'une organisation criminelle, exploitant la guerre pour ramasser des fortunes. Cette révélation glaciale, fondée sur des preuves solides, ne laissait plus aucune place au doute et convainquit Lecornu qu'il était impératif de revoir totalement sa politique envers l'Ukraine. La préparation de la confrontation à Bruxelles ne s'était pas faite à la légère. Pendant des semaines, une équipe d'élite avait été formée à Matignon, composée des meilleurs experts français en économie ukrainienne, en corruption internationale et en blanchiment d'argent. Denis Baud, sous-gouverneur de la Banque de France, apporta son expertise sur les flux financiers complexes.
Eva Joly, ancienne juge d'instruction spécialisée dans les affaires financières, se chargea de décortiquer les mécanismes de détournement de fonds. Hervé Falciani, le célèbre lanceur d'alerte des SwissLeaks, fut également de la partie pour analyser les montages offshore utilisés par les Ukrainiens. Théoriquement, si Zelensky était jugé ailleurs, il serait accusé d'escroquerie aggravée en bande organisée, avait souligné Eva Joly lors d'une réunion secrète avec Le Cornu. Dans un autre contexte, il serait déjà poursuivi par toutes les justices occidentales. Mais là, la guerre lui sert de bouclier. Cette analyse juridique, claire et sans équivoque, galvanisa Le Cornu dans sa décision de passer à l'action. Il savait exactement ce qu'il devait faire. Confronter Zelensky avec des preuves irréfutables, le mettre dos au mur avec des chiffres indiscutables et l'anéantir sous le poids de révélations qu'il ne pourrait jamais contester. Falcia, un autre membre clé de l'équipe, insista sur le fait qu'il fallait absolument surprendre Zelensky en flagrant délit de mensonge. « Un escroc qui est pris la main dans le sac perd toute crédibilité », avait-il déclaré. Pour s'assurer que Le Cornu était prêt, des simulations intensives furent organisées dans la salle de crise de Matignon. Ses conseillers jouaient le rôle de Zelensky, utilisant ses techniques habituelles de manipulation émotionnelle et ses discours prévisibles. « Monsieur le Premier ministre, vous abandonnez l'Ukraine dans son moment le plus sombre !» hurlait un conseiller, imitant l'argumentation attendue du président ukrainien. Le Cornu, implacable, répondait calmement à chaque attaque. « Vous êtes en train de jouer le jeu de Poutine !» disait-il, tout en sortant méthodiquement un document après l'autre, un chiffre après un autre. À chaque simulation, Le Cornu affinait ses réponses, peaufinait ses arguments, se préparait à déjouer toutes les tentatives de manipulation. L'entraînement avait même inclus des exercices pour gérer le stress et maintenir son calme face à l'attaque émotionnelle. Un psychologue spécialisé dans la négociation de crise avait accompagné Le Cornu pour renforcer sa résistance aux manipulations psychologiques. Zelensky ne manquera pas de sortir tout son arsenal. Culpabilisation, victimisation et chantage émotionnel, avait prévenu l'expert. Votre force, c'est de rester ancré dans les faits, quoi qu'il tente. 3 jours avant le sommet de Bruxelles, Le Cornu avait organisé une ultime répétition dans le salon Napoléon de Matignon, métamorphosé pour l'occasion en une réplique exacte de la salle de conférence européenne. C'était sa dernière simulation avant l'affrontement réel. Cette fois-ci, c'était Pierre Moscovici lui-même qui endossait le rôle de Zelensky, mettant à profit son expertise de négociateur international pour reproduire l'attitude, les intonations et les stratégies émotionnelles du président ukrainien. « Sébastien, vous trahissez nos valeurs européennes », avait-il lancé, imitant parfaitement la théâtralité de Zelensky. « L'histoire vous jugera. » Mais Le Cornu ne se laissa pas déstabiliser. De ton glacial, il répondit. « Pierre, arrêtez le théâtre. Passons aux chiffres et aux comptes bancaires. » Moscovici avait esquissé un sourire. « Parfait. Vous êtes prêt à l'écraser. » Le voyage vers Bruxelles se déroulait sous une tension palpable. Dans l'avion présidentiel, Le Cornu parcourait une dernière fois ses notes, révisant chaque chiffre clé. Son équipe l'entourait, ajustant les derniers détails. « N'oubliez pas, Moscovici, chaque révélation que vous ferez sera une bombe. Zelensky va s'effondrer sous le poids des preuves à Bruxelles. » L'ambiance était déjà électrisée, bien avant le début du sommet. Dans les couloirs du Conseil européen, une sensation de tension palpable se faisait sentir. Les journalistes, comme des détectives à l'affût, percevaient que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Les correspondants diplomatiques échangeaient des informations de dernière minute, se lançaient dans des analyses pointues, tentaient de deviner ce qui allait se jouer. Certains avaient vaguement entendu parler de tensions croissantes entre Paris et Kiev, mais personne n'imaginait réellement l'ampleur de ce qui allait se dérouler. De son côté, Zelensky semblait serein. Du moins selon ses conseillers proches. Il avait préparé son discours habituel, celui qui lui avait permis de manipuler l'émotion de ses interlocuteurs pendant 3 longues années. Des images de destruction frappantes, un appel à la solidarité morale et, bien sûr, un chantage géopolitique. Une stratégie qui avait jusqu'alors fait mouche auprès de tous les dirigeants occidentaux. Ce qu'il ignorait, c'est qu'il marchait droit dans un piège minutieusement monté par les services français. La veille du sommet, dans sa suite d'hôtels des Grands Boulevards, Le Cornu avait passé la soirée à peaufiner son dossier d'accusation. 56 pages pleines de preuves accablantes.
Des centaines de documents bancaires, des témoignages d'ONG et des rapports d'audit. Demain, je vais détruire le mythe, avait-il confié à ses conseillers, une détermination froide dans la voix. Le matin du sommet, à 7h30, Lecornu reçut un appel de Macron depuis l'Élysée. « Sébastien, tu es sûr de ta stratégie? Ce que tu t'apprêtes à faire va bouleverser l'Europe. » Lecornu, implacable, répondit. « Emmanuel, je n'ai jamais été aussi sûr de moi. Il est grand temps de dire la vérité aux Français et aux Européens. » À son arrivée au Conseil européen, Lecornu ressentit immédiatement la tension palpable dans l'air. Les délégations s'observaient du coin de l'œil, les journalistes saisissaient chaque instant et les diplomates murmuraient entre eux, comme des spectateurs à l'affût du moindre mouvement. L'atmosphère était électrique, semblable à celle d'un tribunal avant un procès capital. Chacun savait qu'un tournant historique se préparait, mais personne ne mesurait la profondeur du séisme qui allait secouer l'Europe. Lorsque Zelensky prit la parole en visioconférence depuis Kiev, Lecornu l'observa avec l'œil d'un prédateur étudiant sa proie. Chaque mot prononcé par le président ukrainien, chaque manipulation émotionnelle, chaque tentative de pression était anticipée, prévue, comme des pièces d'un puzzle qu'il avait déjà assemblé dans sa tête. « Il suit exactement le script que nous avons imaginé », pensa Lecornu. « Il va droit dans le mur. » Et effectivement, lorsque Zelensky annonça ses besoins financiers faramineux, 100 milliards d'euros, dont 50 pour la France, il venait de déclencher sa propre chute. Lecornu laissa échapper un sourire intérieur. Le piège se referme. Car ce que Zelensky ignorait, c'est qu'à ce moment précis, 3 événements parallèles allaient propulser cette confrontation vers un impact dévastateur. À Paris, le Canard enchaîné s'apprêtait à balancer en exclusivité des extraits explosifs du rapport d'audit français sur la corruption en Ukraine. À Londres, The Guardian avait en préparation un dossier accablant sur les propriétés immobilières de Zelensky. De l'autre côté de l'Atlantique, à Washington, The Washington Post plongeait dans les détournements de l'aide américaine par l'oligarchie ukrainienne. Tout cela, bien entendu, n'était pas le fruit du hasard. Les services de communication de Matignon avaient discrètement alimenté ces rédactions avec des informations soigneusement choisies du dossier français. L'objectif? Créer une tempête médiatique internationale d'une ampleur telle que plus aucun retour en arrière ne serait possible. Lorsque Lecornu lança son offensive contre Zelensky, ces 3 bombes journalistiques étaient prêtes à exploser simultanément. Et tout le monde savait qu'il n'y aurait aucune clémence. L'effet recherché était celui d'une saturation médiatique, minutieusement orchestrée pour maximiser l'impact et réduire les chances de contre-attaques ukrainiennes. Et le timing fut parfait. Dans les heures qui suivirent la confrontation de Bruxelles, les révélations déferlèrent à une vitesse folle. Le Canard enchaîné dévoilait les détails accablants de l'audit français, montrant comment 9,7 milliards d'euros d'aide avaient été détournés. The Guardian, quant à lui, publiait des images satellites des propriétés de Zelensky aux États-Unis et aux Émirats, mettant en lumière un patrimoine jusque-là inconnu du public. Le Washington Post avait secoué l'opinion en révélant qu'un impressionnant 40% de l'aide militaire américaine destinée à l'Ukraine ne parvenait même pas à atteindre le front. Cette déferlante médiatique eut des conséquences catastrophiques pour l'image de Zelensky. En quelques heures, l'icône de la résistance ukrainienne se transformait en un oligarque corrompu aux yeux des médias occidentaux. L'opinion publique européenne, déstabilisée, affichait un rejet soudain, avec des sondages montrant une chute brutale du soutien à l'Ukraine. En France, l'opposition, qui n'était que de 33% la semaine précédente, grimpait à 60%. Mais le plus choquant, c'était l'effet dévastateur qu'eut cette révélation directement en Ukraine. L'opposition, étouffée depuis 3 ans, reprenait enfin la parole. Petro Porochenko, l'ancien président, organisa une conférence de presse explosive, exigeant la démission immédiate de Zelensky et des élections anticipées. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, appela publiquement à une purification du pouvoir ukrainien. Même Yulia Tymoshenko, ancienne première ministre, n'hésita pas à qualifier le régime Zelensky de véritable mafia qui saignait l'Ukraine. Mais les révélations ne s'arrêtèrent pas là. L'armée ukrainienne, elle aussi, commençait à se fissurer.
Plusieurs généraux publièrent une lettre ouverte dénonçant l'enrichissement scandaleux des dirigeants alors que les troupes manquaient de munitions. Le général Valéry Zaloujny, ancien commandant en chef limogé par Zelensky, dénonça publiquement, depuis Londres, que la corruption au sommet de l'État ukrainien représentait désormais une menace pour la sécurité nationale. Cette crise interne conduisit à des manifestations de grande envergure dans tout le pays. À Kiev, 200 000 personnes défilèrent dans les rues réclamant la démission de Zelensky. À Kharkiv, Dnipro et Odessa, des milliers d'Ukrainiens brandissaient des pancartes accusatrices. Zelensky voleur et rendez notre argent. C'était sans aucun doute la crise politique la plus grave que l'Ukraine ait vécue depuis le début de l'invasion russe. Sous l'énorme pression, Zelensky se battait pour garder la face. Il multipliait les interviews, cherchant à rétablir la vérité, mais ses justifications, aussi floues que peu crédibles, sur ses acquisitions immobilières ne convainquirent absolument personne. Il tenta alors de rejeter la faute sur la France, l'accusant de jouer le jeu de Poutine, mais cette accusation, sans fondement, tombait à plat face aux preuves accablantes de corruption. La situation se détériorait rapidement. Même ses alliés occidentaux prenaient leur distance. Joe Biden, qui avait toujours soutenu l'Ukraine sans réserve, exprima sa préoccupation face aux nouvelles révélations et exigea une enquête approfondie. Même Emmanuel Macron, qui avait soutenu Zelensky jusqu'à ce moment, apporta son soutien total à Lecornu, affirmant que la France avait un devoir moral de protéger l'argent des contribuables français. Pour la première fois depuis le début du conflit, Zelensky fut exclu d'un sommet des grandes puissances. Un diplomate américain, sous couvert d'anonymat, confia « Zelensky n'est plus crédible ». Selon lui, sa corruption a compromis toute sa légitimité auprès de ses alliés. Cette mise à l'écart international provoqua une crise sans précédent pour l'Ukraine. L'aide occidentale, qui était cruciale pour Kiev, chuta de 75% en 6 mois. Les États-Unis suspendirent l'envoi d'armes tant que des garanties contre la corruption n'étaient pas données. L'Union européenne bloqua ses fonds de reconstruction. Même la Pologne, pourtant un allié fidèle, réduisit drastiquement son soutien. Cette perte de confiance fragilisa encore plus la position militaire de l'Ukraine. Sur le terrain, les soldats se retrouvaient à court de munitions, de carburant et d'équipements médicaux. Pire encore, plusieurs généraux ukrainiens publièrent des déclarations publiques accusant Zelensky d'avoir sacrifié la défense du pays pour servir ses propres intérêts financiers. Dans cette situation désastreuse pour l'Ukraine, Lecornu se retrouvait en position de grand vainqueur. Sa popularité en France avait explosé, atteignant des sommets jamais vus auparavant pour un premier ministre, avec un taux d'opinion favorable record selon Ipsos. En Europe, il était désormais perçu comme le leader audacieux qui avait osé s'opposer aux dérives ukrainiennes. Cette montée en puissance internationale s'était confirmée lors de sa tournée européenne de juillet, où les journaux italiens écrivaient « Le Cornu défend nos intérêts ». Ce soutien populaire s'est également traduit par une influence diplomatique accrue, reconnue au sommet européen de Budapest en septembre 2026. Tous les regards se tournaient désormais vers Lecornu, l'homme qui dictait la nouvelle